Allô? Allô? Voilà, bonsoir à toutes et à tous. OK. Donc, on va confier notre rencontre à notre Mère du Ciel et prier particulièrement pour le Père Pito qui est avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. À vous. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et merci à nos révérends pères provinciaux qui sont là, le Père Morin que je vois, le Père, notre révérend Père Laroche qui est là, donc c'était la fête hier, le Père Yvon Laroche, Yvon Laroche qui Père, Yvon Sabourin, notre postulateur, Padre Yvon Sabourin, postulateur, et le Père Pelletier qui est à côté de moi ici, Padre Pelletier, le Père Cléber qui est là, le Père Padre Maslow, Kleber, tous ces anciens qui sont là, à vous tous, frères et sœurs, todos nós, bienvenue irmãos e irmãs, à ce webinaire. bem-vindos. Comme vous le savez, c'est dans le cadre Como sabemos, de notre préparation spirituelle a nossa preparação espiritual et aussi intellectuelle e também intelectual, visant une meilleure connaissance et donc un plus grand amour du Père melhor du conhecimento Henri Blanchard, notre futur bienheureux. do Padre Henri Blanchard. Donc, nous aurons dans ce cadre Hoje, 3 nesse webinaires, caso, dont le premier est animé par le o Père. primeiro está animado. Il n'est plus à présenter. Microsegundo. Sinon, pour les plus jeunes ou ceux qui ne le connaissent pas, qui sont avec nous ce soir. Donc, il nous accompagne depuis quelques années et il est sulpicien et puis provincial des sulpiciens. Donc, la matière qu'il va aborder, il la possède. Concernant le 19e siècle dans lequel notre bienheureux a vécu. Et donc, nous lui disons merci pour sa disponibilité. Et comme la vache ne remercie pas le pré, nous savons qu'on prend recours à vous, à lui, pour d'autres webinaires, notamment l'accompagnement spirituel, où il a déjà donné sa disponibilité. Donc, nous disons merci et merci pour tout ce que vous faites pour nous et tout ce que vous êtes pour nous, mon Père. Et nous vous souhaitons, je dirais, une heureuse rencontre avec nous. Et à présent, nous vous laissons la parole. Bertin, on peut souligner la présence du frère André qui est sur son lit d'hôpital et qui est avec nous. Oh, magnifique. Salut, je vous salue tous. Ah, d'accord. T'as pas tout le monde. D'accord, je n'ai pas tout le monde. Voilà. Parce que nous sommes à peu près 36 maintenant là. Merci au frère André. C'est ton Dieu qui te parle. Oui, je salue tout le monde. Ah, le frère André. Le frère Pito, c'est lui le conférencier. Donc, c'est que le reviens sur Ça, c'est le Brésil. Bon. Est-ce que je peux commencer à parler? Oui.
Voilà, j'espère que vous m'entendrez bien tous. Alors, vous m'entendez? Oui, oui, Père. Oui, oui. Alors, je salue tout le monde, bien sûr, tous ceux que j'aperçois là sur les petites fenêtres. Tous ceux que je connais, j'en connais quand même beaucoup, mais aussi ceux que je ne connais pas encore. Voilà, je dois vous parler de la commune et du père Planchat dans la commune. Alors, dans l'histoire de la France, l'épisode de la commune, c'est un épisode qui est assez complexe d'un point de vue historique, qui met en jeu des éléments très variés et sur lequel les historiens restent aujourd'hui encore très prudents dans leurs interprétations. Et en tout cas, il convient d'éviter au sujet de la commune les jugements qui seraient des jugements qui seraient trop sommaires. Et il y a eu plusieurs colloques organisés à l'occasion du 150e anniversaire récemment, donc en particulier un colloque qui s'est déroulé à Narbonne, en France, et ces colloques ont fait apparaître des aspects qu'on n'avait peut-être pas pris en compte encore jusqu'ici et qui sont encore à explorer. Alors, dans la mémoire populaire, la Commune de Paris, des premiers mois de 1871, fait écho à la Commune de la Révolution française qui commence le 10 août 1792. Il faut remonter 80 ans en arrière. C'est très gênant de parler parce qu'il y a des arrière-sons sans arrêt, quoi. Voilà, s'il vous plaît, désactivez bien tous votre micro, excepté le père Pitot. C'est le bouton en bas à gauche. Le micro est rouge et il doit être indiqué que votre micro soit éteint. Oui, mais c'est pas grave. L'idée de fermer le micro, quand ça bouge, on n'entend pas parler le petit. Sylvie Langlois, Sylvie Lorraine. À son micro. Sylvie. À son micro. Désactiver les micros. Sylvie, ton micro, il faut désactiver. Marc-André, ton micro est ouvert. Marc-André, ton micro est ouvert. J'essaie de le fermer. Ah, merci. Moi aussi. Mais, on a encore perdu. Alors, je vous disais que dans la mémoire populaire, la commune de Paris. Ben oui, mais moi, je ne peux pas parler s'il y a continuellement des gens qui parlent derrière. Ce n'est pas possible. Hein? Il faut arrêter de parler, tout simplement. Quoi. Hein? Donc, je disais que dans la mémoire populaire, la commune de Paris, qui se déroule dans les premiers mois de l'année 1871, fait écho à la commune de la Révolution française qui commence le 10 août 1792, donc 80 ans auparavant, avec la prise des Tuileries, l'abolition de la royauté en septembre et le commencement du régime de la terreur qui verra son apogée en 1794. Quand on parle de la commune de 1871, celle où le père Planchat a été exécuté,
il faut toujours avoir derrière la tête la commune de Paris de la Grande Révolution française en 1792. Hein. La commune de 1792, c'est un pouvoir populaire qui laisse se déployer, avant de reprendre la main, une violence qu'elle ne contrôle pas d'abord, n'est-ce pas? Et qui se traduit par les massacres de 1792, de septembre 1792. Là, ce sont des massacres venant d'une violence populaire que la commune ne contrôle pas. Et ensuite, la commune va réussir à organiser cette violence, d'abord incontrôlée, et la violence va se manifester par la mise en place des tribunaux révolutionnaires. Et ça va durer à peu près 2 ans, jusqu'au 9 Thermidor 1794, quand Robespierre sera lui-même guillotiné. Donc, dans la mémoire, c'est ça qui revient à la commune de Paris, n'est-ce pas? La première commune de 1792. Et il ne faut pas oublier qu'en même temps que se déploie le mouvement révolutionnaire en 1792, n'est-ce pas? La guerre est aux frontières et que les troupes françaises vont contenir l'ennemi prussien, les Prussiens, les Allemands, hein, une partie de l'Allemagne qui est la Prusse. Les troupes françaises vont contenir l'ennemi prussien et le repousser, en particulier à Valmy, qui est la grande victoire de la Révolution française en septembre 1792. N'est-ce pas? La France républicaine a gardé sa liberté, elle a montré qu'elle était capable de garder l'indépendance du pays, et on va justifier les violences à l'intérieur par la nécessité de lutter contre l'ennemi de l'intérieur, qui sont censés être les tenants du régime monarchique, représentés en particulier par les nobles et par l'Église, n'est-ce pas, par les 2 premiers ordres de l'État français, le clergé et la noblesse. Hein. Ça, il faut jamais oublier ça quand on parle de la commune. Hein. C'est la guerre est aux frontières et on se retourne non seulement contre les ennemis de l'extérieur, mais contre ceux qu'on estime être les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux dont on croit qu'ils soutiennent l'ennemi de l'extérieur et qui sont en accord avec lui et qu'ils essaient dans le pays d'introduire, n'est-ce pas, en France pour détruire la Révolution. Hein. Et donc, ça c'est très important. Et l'ennemi extérieur est identifié comme celui qui veut rétablir la royauté qui vient d'être abolie, et les soutiens de cette royauté sont le clergé et la noblesse. Hein? C'est dans l'esprit des révolutionnaires, c'est ça. Hein? Dans l'esprit de la première commune de 1792, c'est ça. Et il se trouve, voyez, qu'en 1870-71, la France est aussi en guerre. Hein? Mais cette fois, elle n'est plus victorieuse. Elle est battue, toujours par les Prussiens, les mêmes, enfin leurs enfants, hein, les enfants qui ont été battus par la Révolution française. Eh bien, les pères ont été battus par la Révolution française et les enfants, ou les petits-enfants plutôt, reviennent et sont en train de battre la France. En particulier, la chute de la ville de Sedan
La perte de Sedan, c'est un désastre, pas seulement militaire, mais aussi moral. D'autant plus que c'est la France qui a déclaré la guerre à la Prusse, en fait, de façon un peu légère. Alors, la France est occupée, voyez, l'ennemi est aux portes de Paris. Napoléon III, qui occupe le pouvoir depuis 1851, Napoléon III doit partir, et la République est proclamée avec un comité de défense de la République. Et toute une partie de la France n'accepte pas la défaite, et en particulier Paris. Toute la population populaire de Paris n'accepte pas la défaite. On revit en quelque sorte à l'envers 1792. Vous voyez, 1792, c'est la victoire de la République. 1870-71, c'est la défaite de la République. Et la capitulation, c'est une honte. Il ne faut pas accepter la défaite, il faut continuer la lutte, d'où le siège de Paris, les Allemands continuant leur avancée. En 1870, l'hiver 1870, c'est évidemment très rude à Paris pour les gens. Et ceci apparaît d'autant plus grave que l'Assemblée nationale, qui est issue des élections qui se déroulent en février 1871, est en grande partie monarchiste, en fait. Sur les 638 députés qui ont pu être élus, en certaines régions, il n'a pas pu y avoir d'élection parce que les troupes prussiennes occupent ces régions. Mais sur les 638 députés, 400 environ sont monarchistes. Une trentaine sont bonapartistes, donc favorables à Napoléon III, et 200 seulement, j'allais dire, environ, sont républicains. Cela peut donc laisser envisager le retour d'un roi, n'est-ce pas? Et là, les Parisiens, en fait, à Paris, il n'y a que, enfin, il y a très peu de députés monarchistes. La plupart des députés, je crois 38 sur 45 ou 47, sont républicains. Et donc Paris est assez différent à ce moment-là de la province. Et la province est plus monarchiste, Paris est plus républicain. À cause de la proximité de l'ennemi, l'Assemblée quitte Paris et s'installe provisoirement à Bordeaux. Le président du comité exécutif de la République, qui est concrètement le chef de l'État à ce moment-là, c'est Adolphe Thiers, un homme d'expérience, déjà assez âgé, plusieurs fois ministre, président du Conseil. Il a déjà été président du Conseil, partisan d'abord d'une monarchie constitutionnelle, celle de 1830 avec Louis-Philippe, celle qu'on a appelée la monarchie de Juillet, et qui évolue progressivement vers une république de type plutôt conservateur. Adolphe Thiers n'est pas, en ce sens-là, du tout un révolutionnaire. C'est un républicain, mais un républicain qui recherche l'ordre, n'est-ce pas? Il a à ses côtés, ce qui ne veut pas dire qu'il partage toutes ses idées, des gens plus jeunes, comme Gambetta, Jules Ferry, Jules Favre, Clémenceau, dont on parlera largement dans les années suivantes, qui sont des républicains, peut-être moins conservateurs, plus libéraux, mais plutôt modérés quand même. Et c'est dans cet univers d'une assemblée majoritairement monarchiste, alors que les députés de Paris, comme je vous le dis, sont majoritairement républicains, 37 sur 48, que va se négocier la capitulation de Paris et la paix avec les Prussiens. Paris va capituler.
en négociant l'armistice, Thiers savait très bien qu'il n'allait pas contre l'opinion de la majorité des Français qui étaient favorables à la paix, surtout en province. Mais il sait aussi certainement qu'il va contre la population de Paris. Et c'est ça qui va déclencher la Commune. En fait, c'est la capitulation. C'est la négociation de la paix. Les Parisiens voudraient continuer de combattre. Ils sont humiliés par la capitulation, par le fait qu'on a signé l'armistice avec les Allemands. Ils sont humiliés et ils se rebellent. Et vous pouvez ajouter à ça que l'Assemblée, qui s'est exilée à Bordeaux, comme je vous l'ai dit, décide en fait de remonter vers Paris, mais elle va s'installer non pas à Paris, mais à Versailles, parce que ce n'est pas possible qu'elle s'installe à Paris, étant donné qu'il y a des troubles qui commencent. Elle s'installe à Versailles. Alors symboliquement, Versailles, c'était, vous le savez, la résidence du roi, n'est-ce pas, autrefois. Symboliquement, cette décision-là est désastreuse, d'autant plus que la majorité de la Chambre est monarchiste. Et donc, c'est désastreux pour le peuple de Paris. Alors, il faut ajouter à cela, évidemment, un mécontentement social profond qui s'accumule depuis des années. La pauvreté qui engendre la colère. L'augmentation des loyers due pour une part à la rénovation de Paris, opérée par le baron Haussmann, le grand architecte, celui qui a tracé les grands boulevards parisiens aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une rénovation qui repousse la population ouvrière parisienne de plus en plus aux marges de Paris et à l'extérieur de Paris. Donc il y a un mécontentement social très grand. Le paiement des loyers a été un moment suspendu et puis il est rétabli par l'Assemblée. La guerre a évidemment ajouté à la misère, l'approvisionnement est de plus en plus difficile. Beaucoup d'hommes sont morts, les femmes se mettent aussi à revendiquer. Leur rôle dans la commune sera très important. La figure de Louise Michel, qui fut plus tard déportée en Nouvelle-Calédonie, reste une figure respectée et admirée aujourd'hui en France. Et c'est dans ce contexte-là que le 28 mars 1871 est décidée la création de la Commune de Paris dans un climat insurrectionnel très fort. L'occasion, il y a toujours une occasion, n'est-ce pas, qui fait surgir la révolte. L'occasion, c'est la volonté d'Adolphe Thiers, le chef du gouvernement, de récupérer les canons qui sont à Montmartre et à Belleville, donc tout à fait au nord de Paris. Et la foule s'oppose à cette récupération. Et évidemment, symboliquement, on ne peut pas ne pas penser à la prise des Tuileries en 1792 par ceux qu'on appelle à ce moment-là les sans-culottes, parce qu'ils sont habillés autrement, ils ont des culottes différentes des culottes habituelles, n'est-ce pas, avec le massacre des gardes suisses, qui sont censés protéger le roi. Et à ce moment-là, on assiste, pendant la Commune, à des scènes de fraternisation entre des soldats, il y a beaucoup de soldats à Paris, n'est-ce pas, et les insurgés. Les deux généraux trouvent la mort, le général Lecomte et le général Clément Thomas, qui sont fusillés sans jugement. Voilà, ça c'est l'insurrection, c'est la révolte populaire qui échappe à tout le monde, j'allais dire, y compris à ceux qui tentent d'organiser à ce moment-là la Commune de Paris.
La Commune de Paris va puiser ses troupes dans le corps des gardes nationaux, qui est un corps militaire spécial qui a été créé justement pendant la Révolution de 1789, donc pour le maintien de l'ordre. Ce corps est constitué par des hommes de 25 à 30 ans, payés par l'État, organisés en bataillons, pris essentiellement dans les quartiers ouvriers, et il est disponible pour des opérations de maintien de l'ordre au service de l'État et en particulier au service des communes. Les maires peuvent faire appel à eux, évidemment. Ce sont ces hommes qui vont se retrouver, paradoxalement, à lutter contre l'armée. Théoriquement, ils sont à peu près de 20 à 30 000, contre 40 000 soldats sous les ordres de MacMahon, auxquels il faut ajouter les 60 000 prisonniers qui ont été libérés par les Prussiens après l'armistice et qui reviennent et qui vont reprendre les armes contre la Commune. L'armée est cantonnée au camp de Satory, près de Versailles, l'armée d'Adolphe Thiers, enfin ceux qu'on a appelés les Versaillais, bien sûr. Le problème va être que, évidemment, les gardes nationaux n'ont pas la valeur militaire des soldats de métier. À la fin, ils ne seront plus que 2 à 3 000 à défendre Paris. Et cela peut expliquer pour une part la différence entre les écrits de ceux qui ont côtoyé de près les troupes de la Commune et qui ont subi de leur part tel ou tel comportement peu courtois, et l'interprétation héroïque de ceux pour lesquels ils se battaient. Quand vous lisez certains ouvrages écrits par des gens qui ont vu la Commune, qui ont vu ce qu'on appelle maintenant les communards, ou qu'on appelait à l'époque les communeux, N-E-U-X. Quand on lit certains livres qui racontent comment ces gens-là se comportaient pendant le siège de Paris par les Versaillais, bon, on a l'impression qu'on a vraiment affaire à une troupe de soudards tout à fait de bas étage, quoi. C'est sûrement un peu plus compliqué que ça. Au contraire, quand vous lisez d'autres écrits, n'est-ce pas, qui leur sont favorables, alors vous avez affaire à des troupes héroïques, magnifiques, merveilleuses, qui vont jusqu'au bout du don de leur vie. Et bon, il y a sans doute du vrai dans les deux. Un ouvrage paru en 1909, Saint-Sulpice pendant la guerre et la Commune, puisque le séminaire de Saint-Sulpice a été occupé par la Commune, puisque évidemment on se battait aux portes de Paris. Il y avait le fort d'Issy-les-Moulineaux, n'est-ce pas, le fort d'Issy, les Moulineaux n'existaient pas encore. Il y avait le fort d'Issy, et donc Paris était entouré ainsi, il y avait une ceinture de forts qu'il fallait prendre les uns après l'autre, que les Versaillais ont pris les uns après les autres, quoi. Alors, dans cet ouvrage dont je vous parle, on décrit ceux qu'on appelle les fédérés, c'est-à-dire les gens de la Commune, qui occupent le domaine d'Issy, comme oui, une bande de soudards plutôt portés sur la boisson, avec des comportements pas très élégants, et peu respectueux des lieux. De fait, le séminaire sortira assez abîmé de cette période difficile, et pas seulement à cause des obus tombés sur les bâtiments lors de la prise du fort d'Issy par les Versaillais. Un peu aussi quand même, même beaucoup. Et tout ça contraste, évidemment, cet ouvrage écrit en 1909 contraste beaucoup avec l'image héroïque
que l'on donne aujourd'hui de la commune, et qui est vrai aussi. La commune va durer 72 jours, avec comme apogée ce qu'on a appelé la semaine sanglante, celle où seront exécutés une partie des otages. L'idée d'arrêter des otages vient, semble-t-il, des exécutions sommaires qui ont été perpétrées par les troupes de Versailles, par les Versaillais. Et il y a un décret qui a été porté et qui dit, c'est l'article 5 dit ceci: toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris, toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur le champ suivie de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus et qui seront désignés par le sort. C'est-à-dire, on dit, si on exécute un membre de la commune, n'est-ce pas? Eh bien, on exécutera 3 otages. En réalité, cet article 5 ne sera jamais mis en œuvre, en fait. On ne l'appliquera pas. Hein. Alors, à la fin, bon, je vais y venir. Hein, bon. En réalité, en matière d'exécution sommaire, il faut bien reconnaître que les Versaillais furent bien plus redoutables que les communards. Le 12 avril 1871, Monseigneur d'Arbois, déjà prisonnier, protestera contre les exécutions des troupes de la commune faites par les Versaillais et enverra un message au gouvernement d'Adolphe Thiers, où il proposait, en accord avec la commune, d'être échangé contre un activiste célèbre que les Français connaissent tous, Blanqui, un certain Blanqui, qui était à l'époque emprisonné à Morlaix. On a donc cherché, les communards ont cherché à négocier avec Adolphe Thiers. Mais Adolphe Thiers n'a pas voulu négocier. Il n'a pas voulu lâcher Blanqui, qui était un révolutionnaire, c'est vrai. Et donc, bon. Et même quelque temps plus tard, on essaiera de négocier la libération de Blanqui contre la libération de tous les otages. Et Adolphe Thiers a refusé. C'est sa décision. Alors, le 14 mai, donc, il y avait à ce moment-là 74 otages. Le 25 mai, alors que les Versaillais enlevaient les derniers réduits des gardes nationaux, les derniers forts que les gardes nationaux tenaient, les 5 dominicains d'Arcueil. Arcueil, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite commune dans la banlieue parisienne, au sud de Paris. Il y avait là 5 dominicains, dont le frère d'un de nos supérieurs généraux à nous, le père Cartier. Et les 5 dominicains d'Arcueil furent exécutés. Et le lendemain, alors le jour de la grande exécution, 11 religieux, 35 gendarmes et 4 hommes désignés comme mouchards du Second Empire. Alors, voilà, je vais expliquer ça parce que ça me paraît assez important. 11 religieux, 35 gendarmes et 4 hommes désignés comme mouchards du Second Empire. Bon. Qui avait-on pris comme otage? On en avait contre l'Église, contre les gendarmes
contre les magistrats et contre les bourgeois. Ces derniers étant évidemment beaucoup plus difficilement identifiables que les autres. Les hommes d'église, ça se reconnaît facilement, ils portaient la soutane. Les gendarmes, ça se reconnaît parce qu'ils portent aussi un uniforme. Les juges, ben, on les connaissait plus ou moins. Mais les bourgeois, ça, c'est plus difficilement identifiable parce qu'il y en a beaucoup. On a pris au hasard. L'Église est perçue toujours comme liée à l'Ancien Régime. Hein, toujours. Elle est perçue comme étant l'ennemi des révolutions, celle qui maintient les ouvriers dans leurs conditions et qui prêche la charité contre la justice. Enfin, qui prêche la charité sans prêcher la justice. Hein, elle est perçue comme ça. Hein. On n'y peut rien dans la mentalité populaire. Au moment de la Révolution française en 1789, c'est comme ça. Hein, ça ne va pas cesser tout au long du siècle et tout au long des révolutions. Je signale d'ailleurs qu'il y a eu une autre révolution entre-temps, une autre république, la Deuxième République, arrive en 1848, alors que le père Henri Planchat est au séminaire de Saint-Sulpice, hein, sur la place Saint-Sulpice à Paris. Le père Henri Planchat est là en 48. Et il n'y aura pas de troubles, il y aura des troubles, mais on ne trouve pas en 48 ce que l'on va trouver en 70 et ce que l'on a trouvé en 92, n'est-ce pas? En 1792. On ne trouve pas ça en 1848. La France n'est pas en guerre à ce moment-là. Hein, et les gardes nationaux vont plutôt s'opposer à la foule qui est toujours prête à envahir les bâtiments publics et en particulier les bâtiments d'église. Hein, les portes du séminaire sont secouées à ce moment-là, mais en fait, les gardes nationaux s'opposent à l'entrée de la foule et dispersent la foule. Vous voyez, il y a donc eu à ce moment-là, mais on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Hein. L'Église est donc perçue comme liée à l'Ancien Régime, ennemie des révolutions. Les gendarmes sont ceux qui font appliquer les lois injustes et qui matent les révolutions. Ils sont la main des magistrats qui jugent en fonction de ces lois injustes qui maintiennent le peuple dans l'oppression. C'est ça l'imaginaire, n'est-ce pas, l'imaginaire public. Hein. Les bourgeois sont une catégorie beaucoup plus indéterminée. Ce sont tous ceux qui profitent sur le dos des ouvriers. Voilà. Hein. La fin de la Commune laisse un goût amer. Entre 3000 et 5000 gardes nationaux sont morts au combat, ou fédérés, des gens qui ont pris les armes. Hein. Donc les Versaillais n'ont pas fait de quartier. Hein. 20 000 à 30 000 furent massacrés, de fait, après, et 43 000 personnes, hommes et femmes, furent arrêtées et déportées. Et cela par un gouvernement républicain. Il ne faut pas l'oublier, hein, par un gouvernement républicain. Reste la question de savoir pourquoi les communeux, ou comme on disait à ce moment-là, c'est plus tard qu'on les a appelés les communards, pourquoi les communards, puisque c'est le nom qu'on leur donne aujourd'hui, s'en sont pris à quelqu'un comme le père Planchat?
parfaitement implanté dans le quartier ouvrier de Charonne, qui avait donné sa vie au service des pauvres, hein, et qui était connu comme le loup blanc dans tout le quartier, comme étant un homme d'un dévouement exceptionnel, qui était prêt à tout donner pour les pauvres et pour les ouvriers. Comment ça se fait qu'ils s'en sont pris au père Planchat, j'allais dire particulièrement, oui, pourquoi il y a des prêtres dans Paris, il y en avait des quantités, quoi, hein, des quantités. Il faut se rappeler, alors ça c'est une hypothèse à moi, hein, mais il faut se rappeler que le père Planchat a eu, pendant le siège de Paris, tout un apostolat auprès des gendarmes mobiles. Et les gendarmes mobiles font partie de l'armée, c'est contre eux que les gardes nationaux vont lutter, n'est-ce pas? Que les gardes nationaux de la commune vont lutter. Hein? Les locaux du patronage ont été réquisitionnés pour en faire ce qu'on appelait une ambulance à ce moment-là, c'est-à-dire un hôpital de campagne, hein? Une annexe d'hôpital, quoi. Hein? Le père Planchat va visiter les blessés, les malades, les gendarmes. Les gendarmes vivent dans des baraquements non chauffés et insalubres. Pendant la journée, ils viennent au patronage. Et le père Planchat se livre auprès d'eux à un apostolat très efficace. Il dispose de laissez-passer de la part des chefs, de la part des gendarmes. Il semble avoir une grosse influence. La position de notre père Yvon Sabourin, la position le dit clairement. Cet apostolat auprès des gendarmes mobiles, ou auprès des mobiles, comme on disait, ne plut pas au chef de la garde nationale. Hein? C'est assez intéressant, ça. Cet apostolat auprès des gendarmes mobiles ne plut pas au chef de la garde nationale. Et le commandant des gendarmes mobiles, le commandant Bourges, ordonne au père Planchat d'arrêter d'accueillir ces hommes qui, en fait, continuent de venir à Sainte-Anne. Hein? Et n'ont pas arrêté. Avant qu'ils se joignent, alors ils évacuent Paris et se joignent aux autres troupes de Versailles pour lutter contre les communards. Le père Planchat note lui-même dans son journal, un jour, 200 gardes nationaux armés arrivèrent à Sainte-Anne avec leur capitaine qui désiraient savoir ce que venaient faire les mobiles dans notre chapelle. Les mobiles, encore une fois, les gendarmes mobiles. Hein? Alors, lui répond prier, chanter, entendre une conférence, au lieu de hanter les mauvais lieux. À quoi le capitaine répond, le capitaine des gardes nationaux, répond, si ces sermons plaisent au chef des mobiles, ils ne nous plaisent pas à nous. Ces notes sont écrites pendant le siège de Paris, le 31 octobre 1870. Donc, plusieurs mois, évidemment, avant le démarrage de la Commune. Mais on s'en souvient. Hein? Mais les gendarmes qui vont reprendre les combats jusqu'à la négociation de la paix, c'est-à-dire jusqu'à la reddition des troupes, s'il vous plaît, ne parlez pas, c'est impossible de parler par-dessus. Vont ensuite, alors les gendarmes vont ensuite rallier le clan de Thiers et des Versaillais, évidemment, parce que c'est l'armée. Hein? Ce sont des militaires, ils obéissent au gouvernement, et ce sont les mêmes qui vont reprendre ensuite Paris. Hein? Et immédiatement, dès que se déclenche le mouvement de la Commune, le 18 mars, les gardes nationaux occupent le terrain. Et une des premières choses qu'ils font,
c'est de perquisitionner pour chercher des armes. Alors ça, c'est classique. On voit ça au temps de la Révolution française. Tout d'un coup, dans la mentalité populaire, on pense que les ecclésiastiques cachent des armes, qu'ils ont des armes chez eux. C'est très bizarre, mais comme au temps de la Révolution, ils sont persuadés que ceux qui sont censés être des opposants à la Révolution, et les prêtres en font partie, cachent des armes. Ils cachent des armes. Évidemment, ils n'en trouvent pas, hein, parce qu'il n'y en a pas. On voit ça, pendant la Révolution française, il y a des choses assez, si ce n'était pas tragique, on en sourirait, quoi. Hein. Les révolutionnaires ont pillé littéralement le Saint-Lazare, hein, les lazaristes, où habitaient les lazaristes à ce moment-là. Ils ont pillé Saint-Lazare parce qu'ils étaient persuadés d'y trouver des armes. En fait, ils n'ont rien trouvé, naturellement. Les lazaristes n'avaient pas d'armes. Mais voilà, on est sûr qu'ils ont des armes. Alors, ils ne trouvent pas d'armes, mais ils arrêtent le père Planchat, qui, de toute façon, parce qu'il est prêtre, ne peut pas avoir une bonne influence sur les ouvriers et les pauvres, et qui, en plus, a aidé les gendarmes mobiles, qui sont des ennemis jurés de la commune. C'est une hypothèse, évidemment, que je fais, mais on peut se demander, en effet, si dans l'arrestation du père Planchat, quelque chose de ce type ne s'est pas produit, quoi, hein. D'autre part, c'était quelqu'un qui avait une très grande influence dans ce quartier pauvre, et aux yeux des communards, les prêtres ne peuvent pas avoir une bonne influence sur les pauvres. Ça, c'était très clair. L'Église étant forcément liée aux forces conservatrices et n'étant pas du côté de la justice, mais du côté de la charité. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, dans certains milieux, et j'en ai fait l'expérience, il est extrêmement difficile de prononcer le mot de charité. Extrêmement difficile. D'autres arrestations ont été davantage le fruit du hasard et de la méconnaissance. Par exemple, nous, on a eu un séminariste diacre, qui était diacre, il était au séminaire de Saint-Sulpice. Il est arrêté et pris comme otage au moment où il va demander à la préfecture un laissez-passer pour quitter Paris et rejoindre sa famille. Il tombe sur un policier qui n'aime pas les prêtres, qui veut manifester son pouvoir, et puis ensuite il est pris dans l'engrenage et il sera fusillé, n'est-ce pas? Ou fusillé, enfin plus que fusillé, abattu sauvagement, comme le père Planchat, hein. Mais plusieurs de ses collègues, plusieurs autres séminaristes ont été faire exactement la même demande à la préfecture. Et on leur a accordé le laissez-passer. Il est tombé sur quelqu'un qui avait envie ce jour-là de jouer au petit chef, quoi, hein, voilà. Et il y a aussi, après, l'impersonnalité de l'administration et la peur de prendre des responsabilités qu'on pourrait vous reprocher ensuite. Quand la machine administrative est en route, elle s'arrête difficilement, vous savez. Voilà, c'est... Parce que ça m'a interrogé quand même. Ça, je dis, mais pourquoi ils ont pris le père Planchat? Il y en avait tellement d'autres. Monseigneur Darbois, on peut comprendre, n'est-ce pas? Parce que c'était la figure emblématique, c'était l'archevêque, bien sûr, hein, le père Planchat. J'ai trouvé dans un des livres qui sont sortis ces dernières années à l'occasion de l'anniversaire de la commune, j'ai
trouvé cette anecdote. Un certain Étienne Balsenq, B-A-L-S-E-N-Q, âgé de 43 ans, qui est blessé et arrêté, est un communard, hein, blessé et arrêté au cours des derniers combats. Classé individu dangereux, mais ça, c'était pas difficile d'être classé individu dangereux, est accusé d'avoir fait partie de l'escorte qui accompagne Monseigneur Darbois lors de son transfert de Mazas à la prison de la Roquette, où il sera exécuté. On raconte que Monseigneur Darbois, quand il s'adressait aux fédérés, les appelait « mes enfants ». Et Balsenq lui aurait répliqué « apprends, citoyen, que nous ne sommes pas des enfants, mais des magistrats ». Alors, c'est très étonnant parce qu'il n'était pas magistrat pour dessous, le Balsenq en question, mais des magistrats. C'est-à-dire ceux qui édictent les lois nouvelles, enfin justes. Voilà. Enfin justes. J'ajoute que pour un certain nombre d'historiens d'aujourd'hui, l'exécution des otages n'est qu'un épiphénomène dans l'événement majeur qu'est la Commune. Dans un ouvrage récent, intitulé « La Commune de 1871, une relecture », constitué par de nombreuses communications, le nom de Monseigneur Darbois n'intervient qu'une fois, et encore est-ce dans le cadre de la réplique d'Étienne Balsenq que je viens de citer. Dans la mémoire de l'Église, il est peut-être arrivé que la Commune soit réduite aux otages, au contraire, n'est-ce pas? Dans la mémoire de beaucoup d'autres gens, les otages, c'est rien, alors que c'est quand même la suppression d'à peu près 80 vies, n'est-ce pas, hein? Comme ça, gratuitement, quoi. Une vengeance, hein? Mais il ne faut jamais oublier que c'est des milliers et des milliers de gens de la Commune qui ont été ou exécutés ou bien déportés en Nouvelle-Calédonie, hein? La République s'est opposée à la Commune et l'a noyée dans le sang. C'est très étonnant, hein, parce qu'on était en République. C'est la République qui s'est opposée à la Commune et qui l'a noyée dans le sang. Elle était sans doute aussi anticléricale. La Commune était aussi anticléricale que la République était Thiers et les autres étaient aussi anticléricaux que la Commune, hein. C'est les derniers soubresauts de la République, enfin pas les derniers soubresauts, mais le dernier soubresaut qui va établir de manière définitive la République en France, hein, parce qu'il y en a eu des tentatives, hein. Mais 1870, c'est la fin de l'Empire, du Deuxième Empire, n'est-ce pas? Et l'un des premiers actes, au fond, de la République de Thiers, c'est de conclure la paix avec l'Allemagne, c'est-à-dire d'assurer la capitulation et de noyer dans le sang la révolte de la Commune. On n'a pas fini sans doute d'explorer cette période-là et de prendre un peu de distance par rapport à elle, hein. Et je suis très frappé par ce fait, n'est-ce pas, que les prêtres, les forces conservatrices, on identifie les forces conservatrices, les prêtres,
les gendarmes, il y a eu 35 gendarmes parmi les otages. Hein. 35. Les gendarmes, les prêtres, les magistrats. Il y a eu plusieurs juges, dont le juge Bonjean, hein, le juge Bonjean, qui est assez connu. Bon. Et puis quelques bourgeois. Ça, c'est plus difficilement identifiable. Mais les prêtres, les gendarmes, c'est-à-dire tout ce qui est censé maintenir le peuple dans la pauvreté. Quoi, hein. C'est terrible comme image qui nous est renvoyée pour nous par ce peuple de Paris, n'est-ce pas? Hein. Mais voilà, c'est ainsi. Et c'est très triste. Alors, il y a évidemment, c'est vrai, quelque chose de profondément anti-religieux dans l'exécution des otages, en particulier des prêtres, quoi, hein, du père Planchat, quelque chose de particulièrement odieux et en même temps, étant donné ce qu'était le père Planchat. Hein. Voilà. Bon, c'est une manière de présenter les choses, hein, c'est la mienne, je ne suis pas un spécialiste de la commune. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup. Au Père Imban, au Père. Merci, Père. Merci, Père. Voilà. Donc, à présent, ceux qui veulent intervenir, poser une question, vous ouvrez votre micro, vous posez la question, vous refermez le micro pour que le Père puisse répondre. Parce qu'ils n'ont pas la main. Tout va bien. Donc, non, il faut que... Ouais, c'est ça. J'arrive pas à le lire. Ah voilà, c'est ça. Ça a marché là? Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, donc maintenant vous pouvez réactiver votre micro si vous le souhaitez pour poser une question. Et puis pensez bien à le désactiver une fois que vous avez posé la question. Oui, Père Laroche. Je trouve que c'est important en première conférence d'avoir entendu votre analyse politique et sociologique de l'événement. Et pour moi, ça met bien en évidence la béatification. Parce qu'en vous écoutant, surtout à la fin, on prend conscience que sur le plan humain, non pas sur le plan spirituel, ça on ne le sait pas, mais sur le plan humain, ce qu'on peut analyser, c'est que beaucoup d'êtres humains ont vécu la même chose que le père Planchat, et le père Planchat la même chose qu'eux. La béatification veut mettre en évidence ce que lui a vécu à ce moment-là au niveau de sa relation avec le Christ ressuscité. Donc, moi, je vous remercie. Je trouve que les deux autres conférences, sans doute, vont apporter la dimension complémentaire à la vôtre. Ah bah oui. Oui, bien sûr, oui. Moi, je n'ai pas cherché, vous voyez bien, à faire l'histoire même du père Planchat, sinon pour vous montrer, je me suis demandé si il n'y avait pas une raison pour laquelle on était venu l'arrêter. C'était cette relation qu'il avait eue, cet accueil qu'il avait fait des gendarmes mobiles
Parce qu'au fond, dès que le père Planchat voyait quelqu'un en détresse, il l'accueillait, quoi. Hein. Et il voyait bien que ces gardes mobiles qui étaient là, désœuvrés dans ce quartier extrêmement pauvre de Charonne, ben, il leur a rendu service. Or, ça n'a pas plu aux gardes nationaux. Hein. Ça n'a pas plu. Et alors, ça, c'était la charité du père Planchat, justement, qui était ouverte à tout le monde. Hein. Lui, il était complètement en dehors d'une prise de position politique, quelle qu'elle soit. Hein. Enfin, vous voyez, il était en dehors de ça, quoi. Il voyait quelqu'un en détresse, il ouvrait la porte, il ouvrait sa porte. Hein. Alors ça c'est évidemment sa générosité même, car il n'a certainement pas fait à cette époque-là l'analyse que je viens de faire, si tant est qu'elle soit juste. Hein. Il n'a pas fait cette analyse-là tout simplement parce qu'il ne pensait pas à ça. Et il n'avait sans doute pas idée que les gardes nationaux étaient tellement opposés aux gendarmes mobiles. Hein. Puis il ne savait pas du tout la tournure que les événements allaient prendre. Hein. Personne ne le savait d'ailleurs. Hein. C'est l'enchaînement de la violence, vous savez, c'est terrible l'enchaînement de la violence. Une fois qu'elle démarre. Mais c'est vrai que ça, bien sûr, il faut le compléter par la manière dont le père Planchat a vécu lui-même sa vie d'abord, et puis sa mort, hein, sa captivité et sa mort. Hein. D'autres questions ou des éléments à apporter? Je vais prendre la parole, à la fois une réflexion et puis une question. Une réflexion, c'est assez marquant de voir combien il faut 3 fois rien pour que des événements basculent, combien les choses nous dépassent. Le père Pitot évoquait ce séminariste. Voilà, il tombe sur la mauvaise personne au mauvais moment, et puis tant d'autres. Et c'est vrai que quand on voit dans la vie du père Planchat, voilà, même la démarche qui est faite après pour essayer de le faire libérer, bon, il serait tombé sur quelqu'un d'autre. Bon, voilà, ça montre à quel point on maîtrise rien, quoi. Enfin, vraiment, on est dépassé. Il suffit d'une personne, d'une circonstance, un événement, 3 fois rien pour qu'une vie bascule dans un sens ou dans un autre. Et une question qui touche à l'histoire, c'est peut-être assez frappant de voir parfois les différences, par exemple, entre 1830, révolution voilà, 1830, 1848, et le positionnement par rapport à l'Église, qui n'est pas le même. Il y en a une qui a été beaucoup plus violente vis-à-vis de l'Église. Est-ce qu'on a quelques éléments qui nous permettent de dire le pourquoi? J'ai parlé de 1848 parce que le père Planchat est au séminaire à ce moment-là. Hein. Le père Planchat a fait 3 années de séminaire, comme on faisait à l'époque. Hein. C'était rapide. C'était pas les 6 ans ou 7 ans d'aujourd'hui. Il a fait 3 années de séminaire. Il était déjà licencié en droit. Il avait toute une culture. J'ai tendance à penser qu'il n'a pas dû faire. Bon, ils ont dû la philosophie, ils ont dû l'en dispenser. Il a fait de la théologie.
Ces 3 années, d'ailleurs, ont été pour lui très tourmentées, hein, parce que sa première année, je crois, c'est la mort de son père, et il va dans, je ne sais plus si c'est sa première ou sa deuxième année, mais enfin, son père meurt pendant qu'il est au séminaire, et il va à Alger, hein, pour soutenir sa mère et sa sœur pendant les vacances, et il revient. Donc, c'est quand même, son séminaire, c'est une époque dure. Et puis, il y a 48, hein, la révolution de 48. Mais là, j'ai souligné, en 48, il n'y a pas la guerre à l'extérieur, hein. En 92, il y a la guerre à l'extérieur, et parce qu'il y a la guerre à l'extérieur, il y a l'ennemi de l'intérieur. C'est formidable de voir comment, par exemple, en 92, l'imaginaire populaire pense que le bruit s'en répand dans Paris, que les contre-révolutionnaires, dont des prêtres ont mis depuis Montmartre ou je ne sais où, c'est pas Montmartre, c'est une hauteur de Paris, et ont mis un filet de poudre pour aller détruire des bâtiments parisiens. C'est complètement ridicule, enfin ça n'a pas de sens, quoi, hein. Mais on imagine ça, comme on imagine qu'il y a des armes dans les séminaires, dans les presbytères, on va perquisitionner, et on en profite pour rafler autre chose, quoi, faire les caves en même temps, hein, quand il y a Bon, alors ça, voilà, c'est l'ennemi de l'intérieur, voyez. Il y a un ennemi de l'extérieur, et parce qu'il y a un ennemi de l'extérieur, il y a un ennemi à l'intérieur qui soutient. Et moi, je vois le même imaginaire se reproduit à 80 ans de distance. C'est assez étonnant, quoi, hein. C'est assez étonnant. On va perquisitionner le patronage de Charonne parce qu'on pense qu'il y a des armes, hein. C'est drôle, hein. Alors, voilà. Je pense que 48, il n'y a pas la guerre, et 30, il n'y a pas la guerre non plus. Donc, c'est quelque chose qui se déroule à l'intérieur, hein. Bon. Et puis, il faut reconnaître que, enfin, je sais pas, il y a certainement encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste de cette période-là, mais voilà, il y a certainement aussi des circonstances particulières qui font que, bon, on négocie la paix dans des conditions qui ne sont pas favorable non plus, hein. On va la payer cher, cette guerre, hein. Bon. Et puis les troupes prussiennes vont rester complètement en dehors du coup, et partir d'ailleurs très, très rapidement, hein. Mais en 30 et en 48, il n'y a pas la guerre. Et le père Planchat, moi, m'apparaît assez typique, justement. Voyez-vous, c'est un tout autre cas que Monseigneur Darbois. Monseigneur Darbois, c'est un symbole, c'est l'archevêque. Alors, c'est un symbole. Bon. Et le fait qu'on ait retenu cette expression qu'il les appelait mes enfants, mais on n'est pas vos enfants, hein. On n'est pas vos enfants, on est des magistrats. Ceux qui vont établir les lois nouvelles, quoi, les vraies lois, quoi, hein, les bonnes. Bon. Et, tandis que le père Planchat, c'est un pauvre parmi les pauvres, hein. Alors, il a une grosse influence, c'est vrai, mais justement, il a trop d'influence, peut-être, hein. Il a trop d'influence, et il est trop aimé, et
Et c'est là que les considérations politiques se mêlent complètement aux considérations religieuses. Hein, voilà, il fait partie il est censé faire partie de ceux qui... et il est d'autant plus dangereux, qu'il a de l'influence dans le monde populaire. Moi, j'interprète comme ça, vous voyez, son arrestation. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Hein. Il est d'autant plus dangereux, quoi. Mais bon, c'est comme ça que j'interprète les choses. Hein. Il me semble me rappeler qu'il y a des lignes du père Planchat pendant qu'il est au séminaire aux alentours de 48 et où justement il s'émerveille de voir combien l'Église est appréciée. Il voit plein de beaux signes de lien avec l'Église, de réconciliation avec l'Église. Il y a un petit passage là-dessus. Mais de fait, si vous voulez, cette réaction dont je viens de parler est d'autant plus étonnante que, de fait, l'Église a la possibilité d'être appréciée. Il ne faut pas oublier que dans tous ces moments où il y a la guerre, ou bien où il y a des combats, des émeutes, les séminaires, et en particulier le séminaire Saint-Sulpice, est transformé en ambulance, comme on appelle ça une ambulance, c'est-à-dire un hôpital improvisé, quoi, un hôpital de campagne, hein, en pleine ville. Hein. Et là, les directeurs et les séminaristes, alors les séminaristes qui ne veulent pas, on respecte leur position, hein, et ils vont à Issy-les-Moulineaux. Hein. Ils vont au domaine d'ici. Mais les autres, et ils sont une forte proportion, restent pour soigner les blessés, pour accueillir les blessés. Donc, vous voyez, on a envie de dire, il n'y a pas de raison, quoi, hein. Moi, ce que je crois, mais ça aussi, c'est que l'Église n'a jamais mesuré assez à quel point l'Ancien Régime avait mis le peuple en colère. Cette division clergé, noblesse, tiers état, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas oublier, hein, qu'au XVIIe siècle, des gens aussi forts que Saint-Cyran ou d'autres, n'est-ce pas, vous diront que il y a les pauvres, quoi, et les pauvres doivent accepter leurs conditions. Le rôle des chrétiens, c'est d'aider les pauvres. C'est d'aider les pauvres. Mais il ne peut pas ne pas y avoir de pauvres. Alors, on utilise à ce moment-là la parole de l'Évangile, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Bien sûr, hélas, on sait bien qu'il y aura toujours des pauvres. Mais vous voyez, je pense qu'il y a une colère populaire devant les injustices qui se sont produites et une autorité de l'État absolu et du roi, n'est-ce pas, colère, il y a une colère qui s'est accumulée contre ça. Et forcément, l'Église et la noblesse étaient aux premières loges. Et c'est pour ça que j'ai fait la distinction entre la justice et la charité. Plutôt, moi, il y a une idée qui me vient en vous écoutant. Il semblerait qu'il y avait beaucoup de mensonges pour créer dans la population une idée qui était mensongère. C'était hier et c'est encore aujourd'hui. C'est les rumeurs, hein, vous savez.
c'est les rumeurs. Hein. C'est le problème des rumeurs. Les rumeurs se répandent et on y croit. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais voilà. Aujourd'hui, c'est répandu par… Enfin, les réseaux sociaux font ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais une foule en colère qui est humiliée, voyez, par la défaite, qui voit une chambre monarchiste et qui ne veut pas revenir à la monarchie, elle se révolte. Voilà. Elle se révolte. Et comme elle est écrasée, ben, la violence vient forcément. Hein. Mais, Père Pitot, je voudrais vous dire que vous avez touché vraiment un point important. Dans un mois, nous arrivons à la béatification et puis vous nous placez devant le martyr. Vous avez mis, comme disons, les aspects les plus importants. Et puis, je dirais juste pour confirmer ça, dans le journal, le Père Planchat, c'est incroyable parce qu'au moment où il était dans la tourmente, même durant la guerre, il écrivait dans son journal tous les jours. Et donc, il relate ces litiges qu'il a avec les chefs de la garde nationale. Il fait part de ces observations qu'il a vues des gens venir espionner lorsqu'il fait des catéchèses. Voilà, donc son journal témoigne qu'au fond, derrière, alors que lui est étranger à ça, il y a ce que vous avez raconté et son journal le confirme. Ah oui, ça je suis content de savoir parce que je n'ai pas lu son journal, mais les quelques phrases que j'ai lues, ce que j'ai pu lire dans la Positio m'a beaucoup alerté là-dessus, voyez, parce que je me suis dit, ah tiens, c'est ça. Est-ce que, je vais vous poser une question, après cet excès de violence qui a déferlé pas juste sur le clergé et l'Église, parce que c'était, vous l'avez expliqué, mais face à l'Église, qu'est-ce qu'il en est resté au lendemain du 26 mai, du 28 mai? Qu'est-ce que l'Église, comment l'Église a vécu cet après, immédiatement après la Commune? Ça, je saurais pas bien répondre. Je saurais pas bien répondre à votre question. Vous savez, après ces moments-là, habituellement, on est plutôt sans voix, quoi. Hein? Et je pense que les gens dans l'Église, on a dû rentrer en soi-même et puis se faire plutôt discret, quoi. Je sais pas. Hein? On sortait du premier concile du Vatican, hein, 1870. Déclaration de l'infaillibilité pontificale. Ça, je ne saurais pas bien répondre à votre question. Père Bernard, cher frère, je pense qu'on pourrait peut-être trouver un élément de réponse dans la construction du Sacré-Cœur de Montmartre. Ah oui, alors il y a la réparation. Ben oui, il y a la réparation. Mais la réparation, on la comprend souvent à l'envers. C'est-à-dire que beaucoup, par exemple, récemment encore, les communistes français se sont insurgés contre ce monument de Montmartre en disant « c'est un reproche à nous, les révolutionnaires de tous les temps ». Or, en fait, l'Assemblée nationale qui a été élue après la Commune, c'était des provinciaux catholiques qui ont été élus pour remettre un petit peu d'ordre dans cette France où Paris avait s'ériger en gouvernement autonome. Il fallait refaire l'unité nationale, mais aussi
l'unité entre les classes sociales, et ces députés qui arrivent à Paris, ces provinciaux, en fait, se posent la question comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et finalement, ils vont décider par le vœu national de construire cette basilique de Montmartre au Sacré-Cœur de Jésus, en se disant non pas ça va être un reproche vivant pour les révolutionnaires qui ont fait ça, mais jamais nous ne revivrons une guerre civile comme celle-là si nous prenons Jésus-Christ et le cœur du Christ comme modèle, car nous aussi, catholiques, nous avons à faire notre examen de conscience. Si on en est arrivé là, eh bien, c'est peut-être qu'on n'a pas eu un cœur suffisamment attentif aux pauvres et aux ouvriers, comme l'aurait été Jésus-Christ lui-même. Et donc, on prend conscience après la Commune de cela. Alors, c'est ce qu'avait fait... Mais je ne suis pas sûr que le peuple l'ait perçu comme ça, quoi. Hein? Et que les gens qui sont restés révolutionnaires dans l'âme, je ne crois pas qu'ils l'aient perçu comme ça. Parce qu'encore aujourd'hui, on voit des jugements portés là-dessus, quoi, qui sont sur la... Alors, l'intention, bien sûr, l'intention de ceux qui ont construit Montmartre, bon, il n'y a pas de problème sur leur intention. Mais est-ce qu'elle a été acceptée, comprise? Moi, je ne suis pas sûr, hein, par tout le monde. Non, malheureusement. Et surtout qu'elle a été ensuite interprétée de travers, et certains, disons, des catholiques traditionnalistes ont pu faire l'interprétation reproche aux révolutionnaires. C'est vrai que les révolutionnaires avaient des reproches à se faire également, ne serait-ce que le martyre, bien sûr, de notre père Planchat et des otages, mais les catholiques qui étaient à l'Assemblée nationale en 72 ont voulu effectivement ériger un monument pour que nous n'ayons plus jamais de guerre civile. Et pour cela, en prenant en tant que chrétien le modèle du Christ. Ah ben, c'est certain qu'il ne faut pas juger sommairement, pas plus que la Commune. Il faut surtout pas juger sommairement l'érection de la basilique. Mais quand on voit certaines phrases que cite le père Sabourin quand même dans la position, il y a déjà quand même, hein, largement, depuis quand même aussi longtemps, hein, il y a tout un pan de la société française dont le christianisme s'est complètement effondré, hein, et pour lesquels la construction de la basilique va être... enfin, ils ne vont pas la comprendre, quoi, hein. Ils ne vont pas la comprendre, quelles que soient les intentions tout à fait louables, hein, de ceux qui l'ont construite. Ça. Mais j'ai été frappé de certaines phrases citées par le père Sabourin sur le fait, c'est des déclarations d'athéisme tout à fait violentes et claires. C'est pas nouveau, même au XIXe siècle. Il y a longtemps que ça court, hein, ça. Mais il y a une violence là-dedans, quelquefois, qui est forte, hein. Mais oui, vous avez raison. S'il vous plaît, merci, Père. J'allais juste essayer de faire une recontextualisation parce que dans un mois, le Père Henri Planchat sera présenté comme un modèle de foi, surtout pour nous les RSV. Mais nous voyons, et vous venez de le dire, que c'est par l'accueil de gendarmes mobiles qu'il a été exposé à la haine. Voilà. J'ouvre une réflexion pour tout RSV. Est-ce que dans cette recontextualisation que je veux aujourd'hui, pour dire dans notre temps, Saint Vincent de Paul nous parle de l'organisation et de la structuration de la charité. Et aujourd'hui, pour nous
qui allons vivre Henri Plachat comme modèle, est-ce que nous devons avoir une prudence devant des attaques qui nous sont présentées par rapport à notre charité, avoir un recul où nous devons essayer de faire la part de choses entre la protection vitale pour ne pas s'exposer, comme a dit le père Yvon Sabourin en passant ici au Congo, que le martyr, on ne s'expose pas pour le martyr. Devant cette réalité, lui qui savait qu'il courait un danger, mais il a tenu à cet accueil qui a amené pratiquement sa mort. Et nous, aujourd'hui, si nous devons recontextualiser les choses, RSV, que devons-nous faire? Voilà, merci beaucoup. Ben, je ne sais pas ce que nous devons faire. Ce que j'ai dit sur l'histoire des gendarmes mobiles et des gardes nationaux, ça me paraît plutôt une occasion, quoi, hein. C'est plus une occasion qu'une raison. Il s'est trouvé que l'exceptionnelle charité du père Planchat, qui accueillait tous les gens qu'il voyait en difficulté et en détresse, a fait qu'elle s'est heurtée à la critique des gardes nationaux qui étaient contre les gendarmes mobiles. Mais c'est une occasion, à mon avis, plus. Ça peut être une raison, mais une raison conjoncturelle, hein. En fait, c'est l'immense charité du père Planchat qui l'entraîne là où il a été entraîné, quoi, hein. C'est son influence, une influence qu'il n'a jamais cherché à avoir comme, en tant qu'influence, mais moi, je pense que il avait déjà fait don de sa vie, le père Planchat, hein. Alors, après, il y a des occasions qui vous êtes mis dans des situations, ce que disait le père Morin tout à l'heure, quoi. Vous êtes mis dans des situations qui tout d'un coup mettre le feu aux poudres et puis vous êtes pris dans l'affaire, quoi, hein. Bon, et là, le père Planchat, on pourrait dire qu'il l'a cherché, au bon sens du terme, hein. Enfin, sa vie de charité, c'est comme ça que je vois les choses, vous voyez, sa vie de charité l'a conduit là. Après, évidemment, vous avez des raisons conjoncturelles, des choses qui font éclater une affaire, quoi, hein, la violence, des choses qui font éclater la violence. Mais finalement, s'il avait été un simple vicaire ordinaire de paroisse, très peu mêlé à la population, faisant des baptêmes, des enterrements et des mariages, ne sortant pas beaucoup et ne se risquant pas beaucoup, il n'aurait jamais été otage, hein. C'est là où moi je vois la sainteté du père Planchat, c'est que le don de sa vie, il l'a fait. Et quand on fait le don de sa vie, quand vous avez des situations exceptionnelles de violence comme celle-là, eh bien, il y a une occasion tout d'un coup qui fait que vous êtes pris, quoi, dedans, hein. Mais c'est sa charité qui l'a amené là. Pour moi, c'est assez clair, vous voyez. C'est pourquoi les occasions de la vie, oui,
quelqu'un comme Paul Seigneuret, il a été pris parce qu'il est tombé, il est mal tombé, si je puis dire. Mais le père Planchat, lui, il n'est pas mal tombé, on est venu le chercher. Hein. On est venu le chercher, mais il était prêt. Et sa charité a fait que, voilà, il était d'autant plus exposé à la violence. Bon, c'est comme ça que je lis. Là-dessus, je ne sais pas si le père Sabourin est d'accord avec moi, mais hein, autrement dit, son martyr et il relève d'une occasion et en même temps d'une occasion circonstancielle qui aurait pu peut-être ne pas se présenter. Hein. Peut-être que l'histoire des gardes nationaux et des gendarmes, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, si je puis ainsi m'exprimer. Hein. Mais son martyr, son exécution sauvage, moi je la vois dans la ligne de sa vie de charité. Hein. C'est vraiment très, très beau ce que vous avez dit, Père, parce que l'excès de charité, de dire, voilà, a créé des circonstances qui ont entraîné le père Planchat dans la tourmente, c'est mettre aussi le doigt sur l'élection de Dieu sur sa vie. Oui. Et sa mort aussi, puisque le Seigneur a bien voulu qu'il entre dans cette histoire, il l'a poussé dans ce zèle. C'est très beau la manière dont vous exprimez cette dimension de la charité du martyr. Il me semble voilà, qu'on a la belle hymne à la charité du Père Le Prévost. Hein, la charité nous pousse, nous presse. Et au niveau du Père Planchat, c'est ce qu'on constate. Quoi, hein, il est vraiment emporté par la charité, et vraiment jusqu'au bout, parce que moi, il y a une facette que j'aime beaucoup chez le Père Planchat, c'est que vraiment, il n'a pas couru vers le martyr. S'il avait pu y échapper, il aurait été content d'y échapper. Hein. Et donc, son souci, ça a été, ces pauvres, d'être près d'eux jusqu'au bout, les premières communions jusqu'au bout. C'est ça entre guillemets, qui vibrait dans son cœur. C'était pas le fait de courir au martyr. Il courait pas au martyr, non, il courait au service des pauvres, il aurait voulu continuer. C'est ça. Donc, il n'a pas du tout envie d'être exécuté. Hein. Merveilleux. Père Pito. Oui. Alors, c'est le Père Robert. Sans vraiment prétendre maîtriser l'histoire de la France, je pense que le martyre du Père Planchat est le contre-écho, à mon avis, de ce qu'on a pu présenter au peuple. Je pense que dans son martyr, il y a aussi un soubassement idéologique avec tous ces mouvements anticléricaux qui s'insurgent contre l'Église et qui fait croire au peuple que la misère qu'il vit est occasionnée par le clergé ou encore par l'Église. Et quant à voir l'activité du Père Planchat, actuellement, surtout avec le nouveau livre qui vient d'apparaître, que vous pouvez lire, je crois que nous en avons déjà plusieurs dans nos communautés, ce livre vient confirmer tout justement que lui, ce qu'il fait, il montre les contraires de ce qu'on est en train de faire croire au peuple. Je vois par exemple ce qui s'est passé avec les filles de la charité, où les communards sont entrés et ont pris tout ce qui était dans la réserve et ont distribué au peuple pour leur dire, mais voilà, vous êtes en train de mourir de faim, la nourriture avait été gardée ici. Et puis comme ils ont tout distribué sans une certaine organisation, et à la fin, il n'y avait plus rien. Donc le même peuple va encore se retourner pour dire, croyant que la nourriture était toujours là, alors que ça a été tout simplement consommé sans que cela soit organisé. Donc je me dis que c'est aussi du point de vue idéologique, hein, que le Père Planchat, avec tout ce qu'il a fait comme apostolat, que ce soit pendant la guerre, après la guerre, ou même avant la guerre, son activité devenait tellement importante à tel point qu'il commençait à redonner une autre image qui contredisait, à mon avis, tout ce qu'on faisait croire au peuple.
Donc, je crois que son martyre, à mon avis, c'est un témoignage d'une charité qui va contre la haine et d'une foi qui se témoigne par une activité, disons, par une charité active. Donc, je me dis que s'il n'y avait pas ces soubassements idéologiques, surtout, et tous ces mouvements anticléricaux, je me demande à quoi ça servirait de pouvoir s'intéresser à un tel prêtre. Pour nous, aujourd'hui, c'est là une résonance particulière parce que ça nous motive pour voir que c'est parce qu'il a eu effectivement une vraie influence au niveau du peuple, et même de la zone où il a vécu, précisément à Paris, qu'il est devenu tellement important qu'on craignait, en tout cas, qu'il dénude un peu, en quelque sorte, tous ces anti-cléricaux qui s'insurgeaient contre l'Église. Donc, pour nous, c'est un motif de fierté, c'est un motif aussi de motivation pour que notre charité soit vraiment effective et inventive, pour que, dans notre façon aussi, nous soyons capables de pouvoir témoigner de Jésus-Christ par notre apostolat. Donc, il ne se livre pas comme tel pour se dire qu'il va se traiter en cobaye et qu'on va facilement égorger. Eh bien, c'est en pleine activité apostolique qu'il va se faire arrêter. Et je crois que c'est à cause de son influence grandissante dans son apostolat, oui, à tous égards, quoi. À tous égards, que ce soit chez les militaires, chez les familles, chez les étrangers. C'est mon téléphone. Ça, tu ne peux pas prendre. Oui, oui, bien sûr, mon père, bien sûr. Il y a toute une question idéologique. Mais encore une fois, il faut voir les choses sur la longue durée, n'est-ce pas? Voir les choses sur la longue durée. Il faut voir les choses sur des siècles. Hein? Et l'idéologie elle-même qui se déploie à ce moment-là, elle est aussi, alors elle s'applique certainement de manière fort injuste envers le père Planchat et bien d'autres, hein, et en même temps, elle a une source, cette idéologie, hein, elle a une source. Et il faut pas oublier tout le parcours de la France, des siècles d'anciens régimes, n'est-ce pas? Avec à la fin 1 ou 2 siècles d'absolutisme royal, la Révolution qui veut casser tout ça. Hein? Napoléon, qui réintroduit un régime extrêmement autoritaire. Le retour du roi, alors une royauté tempérée, hein, avec Louis XVIII, avec Charles X, encore plus tempérée avec Louis-Philippe, mais monarchie constitutionnelle, mais avec des conditions aussi de vie. Les pauvres restent pauvres, hein, à cette époque-là. De nouveau une révolution, 48, de nouveau une république. La république n'arrive pas à se mettre en place, hein. On revient au régime antérieur. Et puis, finalement, hein, paradoxalement, c'est cette république qui écrase la commune qui va s'installer dans l'histoire. Hein. Mais, comme je vous l'ai dit, la république qui s'installe dans l'histoire est aussi anticléricale à partir de 70, est aussi anticléricale que la commune. Et on aboutira en 1905 à la séparation de l'Église et de l'État. Hein.
Il ne faut pas oublier ça. Il y a comme une machine aussi qui est en route, vous voyez, et où cette idéologie, ben, que voulez-vous, elle est là, mais il faut aussi regarder ses causes. Hein. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Vous comprenez, quand en 1639, le chancelier Séguier, à la tête des troupes royales, va écraser dans le sang la révolte qu'on a appelée la révolte des nu-pieds, qui était la révolte des gens qui protestaient contre l'impôt sur le sel, n'est-ce pas, la gabelle, hein, et qui était on avait augmenté le prix du sel, hein, et donc ça affamait littéralement la population, hein, et qu'on va écraser ça dans le sang, on va pendre les gens, on va les... Ouais. Vous savez, ça reste incrusté longtemps dans la mémoire populaire, ces choses-là. Ça reste incrusté des siècles parfois. On n'oublie pas ces choses. Bon. Mais en disant ça, j'essaie de porter aucun jugement, vous voyez, parce que encore une fois, la charité du Père Planchat est au-delà de la division entre la justice et la charité, vous voyez. Je ne dis pas que ça n'est pas injuste, hein. C'est bien sûr, c'est injuste. Mais il faut toujours chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ces idéologies se lèvent, vous voyez. Si on ne cherche pas à comprendre, on entre aussi dans le cycle de la violence et il ne faut pas. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Mais ma réponse n'est peut-être pas celle qu'il faut. Bon, mais Père Pitot, merci à vous. Le thème d'un petit peu de nos 3 rencontres là, du webinaire, c'est d'une vie donnée aux martyrs. Vous nous avez mis sur la voie en resituant le Père Planchat dans son contexte historique et ecclésial. Lundi prochain, nous serons avec le Père Roger Laberge et d'une vie donnée, voilà, le Père Planchat, frère de Saint-Vincent de Paul, aux périphéries de son temps. Voilà, le Père Roger nous évoquera cette figure du Père Planchat sous ce thème-là. Et puis, quelques jours avant la béatification, nous aurons avec le Père Yvon Sabourin le Père Planchat, chemin d'une béatification et chemin de sainteté pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre intervention, votre conférence. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Nous allons peut-être terminer en priant ensemble et passer la parole au Père Général. Merci beaucoup, Révérend Père. Merci pour cette belle intervention. Avec tous nos confrères, tous les associés qui sont là, nous vous disons de tout cœur merci. Et merci pour ce qui a été fait aujourd'hui. Merci pour ce qui est à venir. Voilà, nous vous souhaitons une bonne fête de Saint-Joseph et au plaisir de nous revoir pour la béatification et pour les autres conférences avant la béatification. Merci infiniment. Nous faisons un banc, chacun à sa place pour le Pitot. Voilà. Bravo. Merci. Merci également aux différents intervenants, ceux qui ont apporté également des éléments d'information et aussi pour votre question, votre participation. Merci à tous. Donc, nous disons encore un autre Père. Nous sommes de la même famille et les bons comme les mauvais, il fait lever son soleil sur nous tous et sa charité nous habite toujours et partout. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons pardonnons aussi à à ceux qui nous ont offensés. et ne Et nous ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Père, si vous voulez bien, vous pouvez nous bénir. S'il vous plaît, mon Père. Que le Seigneur vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.